Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Flavia. Sur le papier, elle se définit comme consultante en excellence opérationnelle pour aider les managers à performer. Mais elle est tellement plus que ça. Elle nous parle de son parcours. Elle nous parle aussi de madame qui voulait trop en faire et de son vieil ami, le syndrome de l'imposteur. Elle nous explique comment est-ce qu'elle en arrivait là et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle jongle joyeusement avec ce joli monde sur son arc-en-ciel. Flavia est une personne très chère à mon cœur. Nous avons d'ailleurs un projet en commun qui est la Smala Créative, le collectif qui aide les nanas à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous en parlerons d'ailleurs à la toute fin de l'épisode. Bonne écoute. Coucou Nathalie. Coucou Flavia, je suis hyper contente de t'accueillir ici. Je suis ravie Nathalie d'être sur ton podcast. Il était temps que tu te lances. Ah oui, la procrastination, et on va en parler justement dans cet épisode. Mais pour commencer, j'aime bien dire justement que tout commence par un rêve. Quel est le tien à toi, Flavia, de rêve? Excellente question. Je ne sais pas ce qui a été mon rêve depuis toute petite. Je sais ce qui m'anime aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la liberté de faire, de penser, d'être, d'exister tout simplement. Quel beau rêve! Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, que fais-tu? Ah, la question existentielle. Qui je suis dans ce monde? Alors, de façon un peu plus terre à terre. Donc, je suis Flavia, j'ai 40 ans, je suis maman, je suis épouse et après presque 15 ans de salariat, je suis à mon compte en tant que chef d'entreprise et aujourd'hui, je suis consultante. Donc, j'accompagne les managers et les dirigeants à rester clairs, à garder l'esprit clair pour atteindre leurs objectifs et ce, quelles que soient les situations. En fait. Cool. Et du coup, tu nous as parlé que tu es resté 15 ans dans le salariat et que tu as franchi le cap. Tu es parti à ton compte, comme tu nous le dis. Est-ce que tu peux nous partager les moments clés du coup de ton parcours qui t'ont amené à ta carrière salariale jusqu'à présent, qui t'ont fait aussi changer? Puis, toute petite, moi, je me souviens que je voulais être médecin. Médecin parce que j'avais envie d'aider les gens et je m'étais dit que je voulais être médecin militaire. Parce que comme ça, je redonnais à mon pays, tu vois, des notions très fortes, hein, patriotisme, nation, etc. Je voulais redonner à mon pays ce qu'il m'avait donné, toutes les chances que j'ai eues, moi, dans mes études. Cela ne s'est pas fait. Et du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que je veux faire comme étude? Et c'est là où j'ai intégré une école d'ingénieur en agroalimentaire et j'ai suivi le chemin qu'on nous apprend à l'école, donc les diplômes, un beau bac plus 5, des stages à l'étranger, un beau parcours dans l'industrie agroalimentaire au niveau international. J'ai commencé en Allemagne, chez Mondelez, après je suis partie au Moyen-Orient. Ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre Danone aux Pays-Bas. J'ai ensuite rejoint Mars pendant un an. Et ensuite, on s'est rencontrés, Nathalie, on s'est rencontrés chez Findus en 2017, quand on travaille sur les épinards. Et mon dernier poste chez Agrana dans l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, du coup, tu es une happy réinventeuse. Tu as décidé de revoir ton avenir professionnel en sortant des sentiers battus, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer du salariat à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un cheminement personnel? Je vais commencer par remercier mon mari. Mon mari qui, lui, a cette fibre entrepreneuriale et qui m'a fait découvrir ce monde-là dès 2015. Quand même mis 5 ans avant d'y arriver, 5 ans avant de moi franchir le pas dans ma tête. Donc, on a eu plusieurs projets qui n'ont pas abouti et c'est OK parce que j'ai appris plein de choses, dont la négociation avec les banques, dont la mise en place d'un business plan. Et moi qui suis extrêmement curieuse, ça m'a bien botté, comme on dit. Et ce qui m'a vraiment fait franchir le pas, c'est le premier confinement. Au premier confinement, dans mon poste de salariat où j'étais, il a fallu gérer énormément de choses.
puisque, c'était une situation inédite, il y avait beaucoup de peur au niveau de l'équipe, il y avait beaucoup, de dysfonctionnement du travail qu'on pouvait faire au quotidien et je me souviens avoir dit en open space à mes équipes: «Bah, vous savez quoi? Vu que je fais tout, la seule chose qui me manque, le prochain challenge, ce serait de vraiment tout faire, mais du coup à mon compte». Et quand l'occasion s'est présentée, bah, je l'ai saisie. J'ai quitté le salariat. Je me suis dit: «Ben, go, l'occasion se présente, l'univers m'envoie un message, m'envoie une opportunité, je la saisis et je deviens Et entrepreneur». du coup, tu expliques un volet hyper intéressant. Donc, tu as géré le premier confinement en étant manager d'équipe. On parle beaucoup du mal-être au travail et d'une période assez difficile, surtout de la perspective des employés, mais on parle peu souvent de la perspective des boss, des managers. Comment tu avais vécu cette période de toi en tant que chef d'équipe? Alors moi, c'est une période qu'en tant que manager, j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que j'étais en mode pompier et moi, j'adore être en mode pompier. Un peu ce syndrome de sauveuse, du fameux triangle de Karpman. Je me soigne depuis. C'était une période que j'ai kiffé parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer avec de l'urgence et en fait, ça m'a demandé beaucoup de créativité et ça m'a plu. Je sais que c'était difficile, hein, ça même si ça m'a plu, ce n'est pas pour autant que c'était facile. Il a fallu gérer, beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, l'alignement avec la direction aussi, savoir, où se positionne la direction, s'informer par rapport aux directives, locales, régionales, nationales, de santé, de sécurité et cetera. C'est une période que j'ai kiffée. C'est une période où j'ai beaucoup travaillé. Donc au niveau professionnel, je l'ai vraiment kiffé. Au niveau personnel, ça a été une autre paire de manches en fait, parce que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est plutôt la séparation de la vie pro, vie perso, elle est devenue extrêmement fine. C'est devenu extrêmement poreux, autant pour moi que pour les autres. Et du coup, on s'est retrouvés un peu tous à parler de nos vies personnelles. Et c'est là où je pense qu'il faut faire très attention, en fait. Parce qu'on peut soit tomber dans le copinage, ou on peut soit occulter des problèmes des uns et des autres. Donc, c'est un vrai jeu de jambes. Quand on manage des gens et qu'on a un aperçu du quotidien, de la vie familiale, ouais, pour moi, c'était un vrai jeu d'équilibriste. Du coup, suite à ça, tu t'es réinventé professionnellement. Tu parlais des peurs, de gestion de l'inconnu à gérer pendant cette période. Toi, tu as sauté dans le vide, comme on dit, quand on devient entrepreneur. Quelle a été ta plus grande peur à ce moment-là, quand tu t'es dit, bah, je quitte mes 15 ans de salariat? Et comment est-ce que tu as géré ta prise de risque? La peur n'est pas arrivée au début. Alors moi, j'ai quitté mon ancienne entreprise en novembre 2020, donc c'était, juste après la 2e vague ou la troisième vague et donc l'entreprise et l'équipe avaient des billes pour s'organiser, donc je ne suis pas partie au feu de l'action, donc je suis partie un peu après. Au niveau de la prise de risque et de la peur, elle est arrivée pour moi le jour où j'ai eu mon cabis, le jour où j'étais immatriculée en tant que chef d'entreprise, en fait. Parce que là, la réalité, elle est concrète. Là, c'est, OK, je dois ramener du blé, en fait. Et comment je le gère? Je le gère en ayant une vision claire qui peut changer, mais en tout cas, au moment où je l'énonce, elle est claire pour moi, en ayant un réseau fort. Je sais pas si tu te souviens, moi, à mes débuts en tant qu'entrepreneur, j'avais des points réguliers avec plusieurs personnes différentes. Ça me permettait de garder le cap, en fait, de ne pas me sentir seule et de me dire: «Voilà ce que je fais aujourd'hui». Je n'ai pas à rendre des comptes à quelqu'un, mais c'est plus une façon pour moi de rester saine, en fait et pas partir, tête baissée dans le plan d'action que j'ai mis en place. C'est vraiment avoir des temps d'échange, de réflexion, de créativité en discutant avec quelqu'un. Et justement, tu dis que changer d'aventure comme ça se vit rarement seul. Tu as choisi d'être accompagné par un cercle d'amis ou de proches. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu d'autres guides ou si tu as fait de belles rencontres pendant cette transition? Alors j'en ai eu plusieurs. C'est vrai que quand on est salarié et quand on est entrepreneur, c'est selon moi, en tout cas ce que moi j'ai vécu, 2 mondes extrêmement différents. Et je vais te dire d'un point de vue chronologique, les personnes qui m'ont accompagnée dans ce début d'aventure entrepreneuriale. La première, c'est toi Nathalie, parce qu'on s'est eu au téléphone juste après que tu arrives à Doha et je t'ai dit: «Bah voilà, je me lance et cetera» et tu m'as fait un super cadeau avec, tes premiers e-books sur, comment faire, le personal branding, comment trouver le persona. Et donc ça a été la première rencontre de mon aventure entrepreneuriale. Des amis, donc je vais citer, ma copine Lucie de l'espace. Mon frère qui s'est lancé dans le dev perso à peu près à cette période-là. Ma coach, donc j'ai pris une coach de vie, puisque je voulais vraiment mieux me connaître et savoir quelles étaient mes croyances limitantes, quels étaient les points qui me bloquaient et j'ai choisi une coach de vie qui alliait et le business et le perso, en fait. Parce que je savais que, il fallait que je règle le perso, pour avoir l'esprit clair sur le pro.
Super. Et tu dis justement que se réinventer comme ça pour faire professionnellement, c'est découvrir qui on est parce que tu disais que tu voulais mixer la partie business, mais avant tout la partie connaissance de soi. Donc moi, j'aime bien dire que quand on se réinvente, on part à l'exploration de qui nous sommes et c'est ce qu'on fait pas forcément avant. Partir à la découverte de soi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, on n'apprend pas forcément en entreprise parce qu'on a tendance à scinder les deux, le pro, le perso. On tire éclate, on va dire, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale ou quand on se réinvente professionnellement. Comment est-ce que toi, tu as vu cette quête de toi, de qui tu étais et quelle est la chose que tu as appris sur toi et que tu aimerais partager avec nous? Quand on sort de l'école, on est toujours dans un moule en fait, dans un moule de ce qu'on apprend dès la maternelle, qui est tu suis les règles, tu travailles, tu fais ce qu'on te dit et le succès arrive. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes études, tu passes des entretiens, une belle lettre de motivation, tu passes un entretien et quand tu passes un entretien, tu pries. Tu pries pour être prise à ce poste comme si ta vie en dépendait. Le beau CV. Oui, le beau CV. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois au beau CV parce que ça donne une idée, en fait. Moins que la lettre de motivation. Mais je vois le concept. Effectivement, on passe beaucoup de temps sur le CV. Et une fois qu'on a le poste, eh ben, on a la tête dans le guidon en se disant, je bosse, métro, boulot, dodo, 9h, 17h, et on n'attend qu'une seule chose, c'est le week-end. Quand on devient entrepreneur, on n'a pas forcément dans cet état d'esprit-là, en fait. Et surtout, pour moi, ce qui a énormément changé, c'est le fait que quand tu proposes un service, tu ne fais que proposer un service. Ça ne met pas du tout en cause ta valeur toi en tant que personne. Et c'est ça qui était extrêmement clé pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'avais compris assez vite. Et c'est pour ça que j'ai pris une coach. Parce que je ne voulais pas que à chaque fois que je propose un service et que la personne me dit non parce que ça arrive, que moi je me dévalorise en me disant ah non mais personne ne voudra travailler avec moi, je ne suis pas assez bien. Donc c'est non, c'est juste je propose un service et puis c'est tout. Et c'est ça qu'on n'apprend pas à l'école pour moi. Et justement, dans la logique de je ne suis pas assez, tu t'exprimes quelque chose qui est hyper intéressant parce que quand on est en entreprise, qui on est un petit peu, notre valeur, elle est portée par l'entreprise. Donc quand on arrive, même si on n'a pas forcément une fonction commerciale, on vend, enfin on veut parler d'un service, on a la caution, entre guillemets, ok, je fais partie de Mondelez, enfin juste d'une entreprise. Donc en fait, on ne se pose pas forcément la question de est-ce que je suis assez, est-ce que j'ai la valeur, est-ce que j'ai la légitimité. La légitimité, en fait, on l'a par notre titre en entreprise, on va dire. C'est vrai que quand on entreprend, après, on se retrouve un petit peu démuni. Même si on a 15, 12, 20 ans d'expérience, on se retrouve vraiment comme, entre guillemets, à nu. Comment est-ce que toi, tu as cheminé vers... comment déjà tu as accueilli ce syndrome-là, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, il me semble, hein, et comment tu es passé de je suis Fabia en entreprise, de je suis Fabia à mon compte. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait des switches dans ta tête que tu voudrais nous partager? Alors moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un vieil ami. Moi, je l'ai toujours eu, je l'ai toujours et je fais avec en fait. J'ai bien dit un vieil ami, je n'ai pas dit un ennemi. Et c'est un ami parce qu'en fait, il m'a aidé à progresser. Ok, il m'a donné beaucoup de charge mentale, beaucoup d'émotions qui ne sont pas forcément nécessaires, certes, mais c'est ce qui m'a permis d'avancer. Moi, le syndrome de l'imposteur, je lui donne un nom différent qui est Madame Passe. Et du coup, je vais chercher plus loin. Je vais chercher plus de diplômes, un plus grand périmètre d'action, une promotion. J'ai envie de dire, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui m'a permis d'arriver jusqu'à être membre du CODIR local. Une fois que je suis devenue salariée, le syndrome de l'imposteur, il arrive dès que je n'ai pas les résultats que j'attends en claquant des doigts en fait. C'est pour ça qu'avoir un coach, avoir quelqu'un à qui en parler, regarder la situation avec un autre prisme est important selon moi. C'est vraiment l'équivalent d'un meilleur ami mais qui n'a pas de jugement. Et donc comment je le gère au quotidien aujourd'hui? J'ai envie de dire grâce à tout ce que j'ai appris depuis 1 an que je suis entrepreneur. Je lui cloue le bec au syndrome de l'imposteur. Je choisis quand je l'entends, quand je le prends en compte et je choisis quand il est temps qu'il se taise en fait. Donc, il m'arrive, voilà, j'ai ma feuille de route, j'ai mes objectifs, j'ai ma planification, je vais commencer mon action. Effectivement, le syndrome de l'imposteur, la petite voix me dit ça va pas marcher, tu n'es pas assez, etc. Et là, en fait, je l'entends et je lui dis mais tu sais quoi, merci d'avoir parlé, merci de dire que tu veux que ce soit parfait, mais c'est moi la chef en fait. Et moi, j'ai décidé que là, je suis dans l'action et tu viendras me parler quand on aura des résultats, pas quand je suis en train de faire. C'est intéressant comme tu gères ta madame, je suis pas assez, qui est ta vieille amie, comme tu dis. Quand on est en entreprise aussi, il y a quelque chose qui apparaît beaucoup, un symptôme, on va dire, des femmes modernes, c'est madame, je veux trop en faire. Et parfois, ça mène à des situations assez compliquées. Donc, j'aimerais partager sur ce point-là avec toi, si tu es OK. Ou ça a été quoi pour toi, effectivement, madame qui veut trop bien faire, qui veut trop en faire dans son job, concrètement, elle fait quoi? Madame, je peux trop en faire, elle fait tout sauf s'occuper d'elle. Il y a du trop chez les autres, il y a du trop pour les autres,
et il y a du pas assez pour soi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait au niveau des horaires? Elle, selon moi, elle fait des horaires, très longues horaires au travail. Elle fait de très longues horaires dans sa tête en pensant au travail. Elle aide les autres. Elle se dit non, mais je ne peux pas partir. Aujourd'hui, j'ai fini ce que j'ai à faire, mais je ne peux pas partir parce que mon collègue, lui, est débordé. Elle se pose 40 questions avant de demander sa promotion ou son augmentation de salaire. Elle est dans je montre que je suis capable de faire et ensuite, elle dit, bah voici la preuve, donnez-moi la promotion. Alors que d'autres personnes peuvent être dans, tu sais quoi, j'ai les épaules pour, je vais le faire, donne-moi la promotion et je te montre après. Et c'est ça, en fait, pour moi, madame, j'en fais trop. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et du coup, c'est quoi, selon toi, les conséquences de nous toutes qui avons à un moment été Madame, je veux trop bien faire? Ça peut être quoi les conséquences? Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est la course à j'en fais plus. Et c'est une course sans fin. C'est en fait, c'est comme gravir une échelle qui n'a pas de, enfin, qui n'a pas de plafond, qui n'a pas de bout. Donc, on grimpe, on grimpe, on grimpe, et on se dit non, mais plus, plus. Et on va se barder de diplômes, on va faire plus de choses que les autres, on va surtout s'oublier en fait. On va se dire non, non, mais je peux encore faire, ce n'est qu'une tâche de plus. Bon, ce collègue ou cette collègue, il m'a dit quelque chose, je vais rester rationnel, je vais mettre de côté l'émotionnel, je n'écoute pas ce que dit mon corps, mes épaules, les autres, je continue, je m'obstine à faire en fait. Et du coup, je ne m'écoute pas. Je ne prends pas soin de moi. Ça a été mon cas, moi. J'ai mis ma famille de côté en fait. Je me suis dit, j'ai un partenaire génial. Je lui ai pas dit, mais je le dis là dans le podcast. J'ai un partenaire génial qui s'occupe de notre fille avec amour, avec présence, qui joue beaucoup avec elle. Et moi, j'ai délaissé ça en fait. J'ai délaissé mon couple aussi en disant, non, mais moi, je suis carriériste, j'ai de l'ambition, et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. C'est juste que c'est comme ça que je suis moulée en fait. Je ne me suis pas écoutée moi puisque compenser tout ce que je ne gérais pas émotionnellement par l'alimentation et surtout pas par du sport en fait. Donc le madame j'en fais trop, c'est j'en fais trop pour les autres et surtout j'en fais pas assez pour moi. Moi ça a résulté avec 2 burn-out. Et encore une fois, le burn-out, ça n'a pas été. C'est pas parce que j'en ai trop fait en entreprise, pour moi, le burn-out. Moi, j'ai fait 2 burn-out parce que j'en faisais beaucoup en entreprise et je voulais en faire plus au niveau perso. Et là, ça a clashé et j'ai pas su rééquilibrer la balance en fait. Merci de partager ça avec nous et je pense que ça peut vraiment aider les auditrices parce que ça fait un peu comme une cocotte minute. Je ne sais pas si c'est parce que ça résonne aussi en moi. Moi, j'ai frôlé le burn-out, je ne suis pas arrivée jusque-là parce que je suis partie avant. Et c'est la cuisine qui m'a beaucoup aidée à recentrer mes émotions. Mais tu dis que en fait, il y a un peu un point de t'accumules et passer un moment, ça va exploser quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour prendre conscience que à un moment, tu es en train de remplir ta cocotte et il ne faut pas aller jusqu'à l'explosion. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? J'ai envie de dire avoir un gardien de ses émotions. Là, aujourd'hui, avec le recul, je dirais écoute-toi. Pour ça, il faut que tu aies l'habitude de t'écouter. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'écouter, qui ne voit pas les signes que lui envoie son corps, ses émotions, eh bien, c'est en parler en fait. C'est en parler à quelqu'un. C'est juste dire appeler une copine, en parler à son conjoint, parler à ses parents, parler à un personnel médical en fait. C'est OK. Dire à son médecin je ne dors pas, je ne me sens pas bien, eh ben, ça peut être déjà un début de connexion à soi-même en fait. Donc ce que je dirais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'écouter, qui est dans ce moule je sors de l'école et du coup j'en fais trop, la première chose à faire c'est de faire un bilan. Allez voir son médecin, prenez votre tension, faites un point sur vos vitamines, la thyroïde, le fer, les carences, etc. Je suis désolée, je vais être extra terre à terre. Vérifiez la couleur de votre pipi en fait. Déjà, rien que ça montre, ça donne une indication de comment fonctionne votre corps. Votre urine est sombre, moins vous buvez. Déjà, ça, c'est un premier signe. Buvez, buvez, buvez. Déjà, quand on boit, en plus de nettoyer tout le corps, ça permet de respirer. Et respirer permet de se connecter à soi-même. Merci pour ces conseils. Du coup, ça résonne en disant que la femme moderne, elle veut quand même tellement trop en faire qu'elle en vient à s'épuiser et à s'oublier. Est-ce que tu penses en te réinventant toi professionnellement, en ayant décidé de devenir entrepreneur, tu prends plus soin de toi maintenant ou en tout cas tu as réussi à prendre conscience des messages que t'envoyait ton corps? Est-ce que tu peux nous partager des éléments sur ça? Moi, je kiffe ma life. Voilà ce que je peux dire depuis que je suis entrepreneur. Je kiffe ma life tous les jours et ce, quelles que soient les circonstances.
Et pour faire ça, j'ai vraiment fait un vrai travail de connaissance de moi. On l'appelle aujourd'hui, voilà, c'est le mot à la mode, c'est le dev perso. Mais c'est vraiment me comprendre moi, comprendre mes motivations, mes drivers, qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui me plaît, et de mettre des mots en fait. Un mot pour me décrire, ou s'il y a une phrase pour me décrire, c'est je suis une femme pirate et je fais du rodéo sur mon arc-en-ciel. Ça ne veut absolument rien dire en français ni en anglais, mais j'aime bien ma phrase en anglais, c'est I am a pirate who does a rodeo on my rainbow. Donc ça, c'est ma phrase, et ce qui fait que dans des moments un peu difficiles, bah, je me le rappelle. Ça me permet de me lâcher la grappe en fait, de dire à ma vieille amie le syndrome de l'imposteur, lâche-moi la grappe, je suis une pirate, je fais ce que je veux. Et je fais ce que je veux sur mon arc-en-ciel, parce que j'ai le droit d'avoir un arc-en-ciel. Qui dit que j'en ai pas, qui dit que j'ai pas le droit? Qui dit que je dois être la fille très pro, très carrée, qui a 40 000 programmes, qui fait tant de chiffres d'affaires? Personne ne dit, c'est moi qui le définis. Et donc, j'ai défini que je suis une pirate. Oh yeah, ma pirate. C'est très parlant parce que toutes les nanas que j'ai interviewées jusqu'à présent, une phrase autour de l'arc-en-ciel et de l'entrepreneuriat. Une phrase qui varie, qui évolue. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de l'arc-en-ciel. Et en tout cas, tu dis, voilà, ma phrase, ça me représente et ça m'aide quand j'ai un peu tendance à vouloir me comparer à d'autres personnes et me dire, moi, mon chemin, il est unique, c'est un arc-en-ciel, wouh, je surfe dessus, je slide, je fais ce que je veux dessus. Comment tu gères le fait de pas d'éviter de te comparer, parce que quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on est un peu une baby entrepreneur. On va toujours trouver des personnes plus expérimentées que nous, qui ont 40 programmes, comme tu dis. Comment tu gères ça et quels conseils tu donnerais par rapport à ça? Pour moi, dans mon aventure entrepreneuriale, ça fonctionne par phase. La première phase, pour moi, ça a été de la curiosité, de se dire, bah, tiens, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat, je me lance dans le conseil pour les managers et dirigeants que je veux aider. Et ben, je vais regarder ce qui se fait pour comprendre ce que cherche le client, pour comprendre ce qui se fait, ne serait-ce que pour comprendre les tarifs, par exemple. Et donc, tant que je garde cette énergie, cette émotion de la curiosité, ça me va très bien parce que c'est juste de la recherche d'information. Après, quand je ne fais que ça et que je n'utilise pas les données pour moi travailler et que je suis plutôt dans l'énergie du manque en me disant bah, moi je n'y suis pas, moi je ne sais pas faire, là on tombe dans la comparaison et là on tombe dans l'inaction. Soit c'est Oussama Omar ou Steve Abdelkarim qui disent tout est dans la vitesse d'exécution. En fait, tu as une idée et plus vite tu la lances, plus vite tu vas avoir des résultats. Et de là, tu vas avoir un feedback et de là, tu continues d'avancer. Quand je suis dans l'énergie de la curiosité, je suis dans la vitesse d'exécution parce que j'ai des données, j'avance, je construis, etc. En revanche, quand je sors de cette énergie de curiosité, je rentre dans l'énergie du manque et là, je suis dans l'inaction, je ne crée pas de résultats. Et comme je ne crée pas de résultats, je laisse de plus en plus de place à la voie du syndrome de l'imposteur. Tout est dans l'action, justement, tu le dis très bien. Quelle a été, toi, du coup, ta première action en direction de ton nouveau projet? Le premier pas que tu as franchi? La toute première chose, c'est le dire. C'est juste de dire, je vais être entrepreneur. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai dit à voix haute, mais je sais que la première chose que j'ai faite, c'est le dire. Il y avait énormément d'excitation. Et maintenant, avec du recul, ouais, j'étais vraiment une pirate à ce moment-là. J'étais en mode, je peux tout faire. Tout est possible. C'est intéressant quand tu dis ça, les auditeurs, les auditrices ne te verront pas, mais tu as des étoiles dans les yeux. Est-ce que tu peux nous dire ce que Là, quand tu le dis, tu ressens quelque chose, je suis sûre, mais quand tu l'as dit pour la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion? De l'excitation. Alors moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. Et dès que j'ai une idée, j'ai besoin de l'appliquer tout de suite, en fait. Comme ça, je reste sur cette énergie créatrice et je vois des résultats. Et donc là, j'étais vraiment dans l'action, j'ai envie de faire, mais je sais pas comment. Et c'est OK, je vais apprendre, je sais m'entourer, je sais que je vais en parler à des personnes. Et comme dirait Jenny Chamas, sur un malentendu, ça pourrait marcher, en fait. Et sur ce malentendu ou sur ce choix que tu as pu faire, quel a été ton meilleur choix, justement, que tu as fait pour ton projet? Je veux dire, la meilleure décision que j'ai prise en étant entrepreneur, il y en a deux, mais ça rejoint dans un, c'est dans la gestion de mon emploi du temps. J'ai planifié, enfin, tu connais mes semaines, tu as déjà vu mon planning. Quand on le voit et qu'on ne le connaît pas, ça a l'air extrêmement rigide, mais en fait, c'est extrêmement, extrêmement souple. J'ai choisi de déjeuner avec ma fille tous les midis. Donc, tous les midis, je vais chercher, enfin, tous les 11h20, je vais chercher ma fille à l'école. On fait le chemin à pied, on discute, on déjeune et je refais le chemin à pied pour la déposer. Et même si tu ne me le demandes pas, je vais te le dire quand même. Qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène déjà, je sors de chez moi. Je sors de chez moi pour marcher 15 minutes pour aller chercher la petite. Et je remarche 15 minutes et pareil quand je la redépose. Déjà, je marche,
je suis à l'extérieur, je respire. Donc je ne suis pas que derrière mon bureau à chercher des données ou et cetera. Ça m'apporte aussi beaucoup de fraîcheur parce que quand voilà, ma fille elle a 5 ans, elle est en grande section, c'est une grande et ben, ça t'amène beaucoup de fraîcheur, de questionnement, de légèreté, en fait et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que ça me permet de me reconnecter à mon enfant intérieur, à des choses simples de la vie, en fait. Je vois que ton projet a eu un impact chouette sur ta vie familiale. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur ça? Comment ce projet-là te permet aujourd'hui d'avoir un impact sur ta vie familiale et que tu ne pouvais pas avoir avant? Et comment tu jongles avec tes priorités aujourd'hui? Quand je suis devenue entrepreneur, ça m'a libéré du temps puisque tout est à construire, en fait. Tout est à construire. La clientèle, le business plan, les partenaires, le réseau, tout est à construire. Donc du jour au lendemain, moi qui suis toujours, très ambitieuse, très carriériste, et c'est un droit, donc pour ceux qui me jugent, eh ben, vous avez le droit, mais moi ça m'est égal. Bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans agenda. J'avais plus mes rendez-vous, j'avais plus, des réunions, tire-larigot, j'avais plus tout ça. Donc je me suis dit: «Bah, comment j'occupe ce temps?» et je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de prendre soin de moi». Donc j'ai pris un coach, comme je l'ai dit. J'ai nettoyé beaucoup de croyances limitantes. J'en ai encore et c'est normal. J'ai travaillé sur qui je voulais être en tant que personne et qui je veux être en tant que personne, c'est qui je veux être en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que sœur, fille et cetera et ce que je vois, c'est qu'en termes de communication, je communique différemment d'il y a 18 mois et il y a encore du chemin à faire parce que bon, je ne suis que humaine. Tu es une humaine sur ton arc-en-ciel à faire du rodéo, donc c'est cool quand même. Absolument, absolument. Alors bon, je ne réponds pas parce que je suis sur mon arc-en-ciel. Excuse-moi Nathalie. C'était trop drôle. Pour moi, l'arc-en-ciel, ça montre un peu, tu me véhicules qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur. Est-ce que tu peux nous l'expliquer avec tes mots? C'est quoi pour toi le bonheur? En vrai, le bonheur pour moi, c'est un peu des mots, tu vois, il y a des mots comme ça qui résonnent en tout le monde, qui sont un peu la destination à avoir, tu vois. Et pour moi, le bonheur, c'est être libre. J'associe le bonheur à la liberté parce que pour moi, la liberté est ce que je recherche le plus au monde. La liberté pour moi et pour les gens qui m'entourent. Et quand moi, je suis libre, je sais que ça rayonne dans mon entourage proche et quand eux rayonnent, ça rayonne sur le cercle dans lequel eux gravitent. Donc c'est ma contribution à l'humanité, c'est quand moi je me sens libre, eh ben ça pose des pierres pour le bien-être de l'humanité. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager ton plus grand apprentissage par rapport à ta réinvention professionnelle jusqu'à présent? Depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, mon plus grand apprentissage, c'est que je kiffe ma life, c'est oser être moi tout le temps. Mais du coup, c'est vrai que je t'ai beaucoup parlé de moi, de ma transformation, de ma meilleure connaissance de soi. Pour les auditeurs et auditrices qui se demandent peut-être quel est mon apprentissage en tant qu'entrepreneur pur et dur, d'un point de vue complètement rationnel, je dirais investissez en vous, investissez dans l'entreprise, ça reviendra en fois 1000 en fait. Si c'est pas immédiat, ça arrivera. Donc ayez confiance, ça arrivera. Restez dans l'action, ça arrivera. Et si on continue sur les actions, si tu es toujours avec nous, si tu n'es pas sur ton arc-en-ciel, tu as dit oui quand tu as choisi de te réinventer. Mais par contre, quand on dit oui à quelque chose, on dit non à autre chose. À quoi tu as dit non, du coup, lors de ton parcours? J'ai dit non à la charge mentale. J'ai dit non à l'exécution en fait. À l'exécution dans des choses auxquelles je ne crois pas, à être dans un cadre qui ne me correspond pas. Soit tu apprends, soit tu réussis. Mais il y a peut-être eu des aventures qui ont été un peu plus riches en apprentissage. Du coup, en flop, je ne vais pas dire le mot échec parce que ce n'est pas un échec, mais quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. Est-ce que tu peux nous partager déjà ce moment où ça s'est produit et comment tu as su rebondir? J'aime beaucoup parce que j'ai deux exemples qui sont mais ah qu'est-ce que j'ai appris. Merci à ces personnes qui m'ont fait apprendre des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Un grand merci à vous. Ce sont deux clients, enfin deux non-clients finalement. Donc j'ai un appel, j'explique ce que je fais, la personne est intéressée, on a plusieurs échanges et elle me dit faites-moi un devis. C'est la première fois que je fais un devis. Je suis en mode panique, panique la plus totale, disant ah,
Je m'attendais pas que ça allait marcher. Je m'attendais pas que la personne allait dire oui. D'accord. Bon, bah, maintenant que ça c'est fait, je vais faire mon devis. D'accord. Donc, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde ce que moi j'ai déjà eu comme type de contrat, comme type de tarif. Ok, très bien. Je fais le devis, pas de réponse. La personne ne répond plus à mes messages, ne répond plus à mes appels. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, j'avais fait quelque chose de très scolaire. J'avais fait 3 devis avec des prix différents, avec des bonus. Bah, elle a choisi, elle a dit non. Donc, moi, ce que j'en ai appris, c'est Fabien, fais ce qui te plaît de la façon dont tu as envie de le faire. Et pas forcément en se disant qu'est-ce que la personne va penser et va choisir en fait. Les personnes savent déjà quand elles veulent travailler avec toi ou pas. Donc ça, je l'ai appris. Et je l'ai appris une deuxième fois quand, de la même façon, je rencontre un prospect, on discute, il me dit qu'il veut travailler avec moi, il prend contact avec moi 2 jours après la première fois qu'on se voit en disant Favzia, il faut qu'on travaille ensemble, j'ai vraiment besoin de toi, je sais qu'on va travailler ensemble, on discute, je lui fais un devis, et là, il me dit, alors j'ai un petit souci au niveau du paiement. Et moi, gentille comme je suis, je lui dis, je te propose les facilités de paiement. Ok. Et du coup, il me paye la première partie, mais pas le reste. Et heureusement, j'avais dans mon entourage des personnes qui m'ont dit, surtout, tu ne fais pas tant qu'il ne te paye pas, en fait. Donc, effectivement, je lui ai rappelé qu'il devait me payer et que tant que je n'étais pas payée, je ne lui ferais pas le reste de la prestation. Et depuis, je n'ai pas de ces nouvelles. Donc, c'est un super apprentissage parce que j'ai tenu ce que j'ai dit. Je n'étais pas dans le manque en me disant, mais si je dois finir ma prestation, je lui ai vendu quelque chose. Mais lui, il n'a pas tenu sa part du marché. C'est OK de ne pas tenir ma part du marché puisqu'elle est complètement cohérente. Tu parles d'apprentissage et c'est quand même de nouvelles émotions à gérer. Et notamment, on parle de, quand on devient entrepreneur des montagnes russes émotionnelles, de la réinvention, justement. Quelle a été pour toi l'émotion ou le sentiment le plus inattendu que tu as dû gérer? Le silence. C'est pas une émotion, mais le silence. Ça a été la chose auquel je ne m'attendais pas. Donc, tu me connais, je suis très bavarde, j'interagis énormément avec les gens, j'aime bien les écouter parler, savoir ce qu'ils pensent, etc. Et du jour au lendemain, le silence. Et qu'est-ce que je fais du silence? Et comment je le gère? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler. Et je fais beaucoup de méditation. Encore besoin de musique de fond pour méditer. Et je garde cet espoir de bientôt méditer, m'écouter moi, sans musique de fond, juste en silence. Quand tu dis le silence, pour être sûr de bien comprendre, c'est le silence. Moi, je vois quand tu m'as dit ça, le brouhaha qu'on peut avoir quand on est salarié, avec quand tu es à ton bureau, des gens qui viennent, qui t'interrompent, des réunions, des ci, des ça, des téléphones, là. Le silence de quand on se retrouve entrepreneur face à son bureau et tu attends le bruit des oiseaux ou de rien du tout. Est-ce que c'est bien ça dont tu parles, le silence? Pas du tout. C'est ça en fait. C'est exactement ça. Et c'est rigolo parce que moi, dans le bruit dont je parlais au niveau du salariat avant, c'est juste le fait d'interagir avec des gens. C'est juste le fait de, t'arrives au bureau, tu dis bonjour à quelqu'un, tu vois. Et là, tu es entrepreneur, tu es là, tu dis, j'aimerais bien dire bonjour à quelqu'un à qui je dis bonjour. Donc c'est vraiment ce bruit-là, le bruit de ma voix, de la voix des autres, comment dire, de la stimulation intellectuelle via l'interaction avec les autres. C'est ça que j'ai un peu perdu, enfin, que j'ai énormément perdu en intensité et en nombre et en quantité. Même si, comme je l'ai dit, j'étais entourée, j'avais des points réguliers avec plusieurs personnes, bah, il y a beaucoup de moments où je suis seule, en fait. Et quand je suis seule, c'est qu'est-ce que je fais de ce silence? Et au départ, je sais que je travaillais beaucoup avec la musique, beaucoup avec la télé allumée, une série qui passait en fond. De là, je suis passée, bon, j'éteins la télé et les séries et je me mets une musique de jazz. De là, je suis passée à du yoga avec des fréquences. Donc là, c'est là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'inspiration, je sais que je vais chercher une musique très particulière et je vais travailler avec ça. Mais en vrai, quand je suis dans le flow, comme on dit, ou dans sa zone de génie, on travaille mieux quand on est en silence, en fait, parce qu'on s'écoute soi, on écoute les idées, on écoute les ressentis et tout déroule.
Justement, ma prochaine question, ça allait être de te demander si tu avais un outil de développement personnel ou de conseils bienveillants à partager. Tu as évoqué, je pense que ça vaut le coup d'être précisé, la partie des fréquences en yoga sur le type de musique. C'est peut-être pas connu du plus grand nombre. Est-ce que tu peux préciser déjà ce que c'est? Alors, je ne suis pas je suis loin d'être une experte du yoga, de l'Ayurveda. J'ai eu la chance, moi, de côtoyer pendant 9 ans sans le savoir, puisque j'ai grandi en Inde. Il y a l'ashram de Sri Aurobindo qui était à quelques rues de chez moi. Donc, j'ai baigné dans cet environnement-là sans vraiment le pratiquer. Je sais, tu vois, je connais les 7 chakras. Je sais que chaque chakra vibre à des fréquences particulières, puisqu'il y a des études qui ont été faites. Et selon mon besoin, selon mes connaissances du chakra, je sais qu'il y a des, voilà, sur Google, on peut trouver quel chakra s'active à quelle fréquence. Moi, je sais que il y a 2 chakras que j'aime bien activer. C'est le chakra de la gorge, qui est celui de l'expression, qui a une certaine fréquence. Donc, quand j'ai besoin de m'exprimer, quand je ne suis pas à l'aise avec l'expression, je vais mettre ça en musique de fond. Et le chakra du troisième œil, qui est celui de l'intuition, de la créativité, pour moi en tout cas. Donc pour les puristes, je suis désolée si je dis des âneries, mais c'est ma conception de l'Ayurveda pour le moment, du yoga pour le moment. Et donc, je crois que c'est le 963 Hz. J'ai un raccourci sur YouTube. Je fais un peu de pub sur YouTube, mais j'ai un raccourci sur YouTube qui fait que je retrouve la bande son, en fait. Si j'ai un abonnement YouTube, un compte YouTube à recommander, ça s'appelle Meditative Minds. De mémoire, je sais qu'il y a plusieurs millions de vues. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les sons. Il y a différents types qui existent. Il y a différentes durées aussi. Donc, pour celles et ceux qui ont un peu du mal à dormir, il y a même des vidéos de 8 heures. Donc, ça aide. Ça aide. Mon mari, il s'en sert beaucoup en ce moment, par exemple, parce il a du mal à s'endormir. Ou en tout cas, son sommeil est saccadé. Et là, on a en musique de fond pendant 8 heures des musiques apaisantes qui permettent de se reposer, mais vraiment. C'est super comme inspiration. Et justement, pour continuer sur le chemin de l'inspiration, est-ce que tu as un mantra ou une phrase fétiche qui t'a aidé sur ton chemin que tu voudrais partager? En fait, il y en a eu plusieurs et ils ont un peu évolué. Donc, je vous ai donné la dernière, celle qui est en date, qui est je suis une pirate sur mon arc-en-ciel. Parce que j'ai besoin de sentir cette fraîcheur de liberté, de possibilités. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai été beaucoup inspirée par Jenny Chamas, qui m'a coachée. Donc, j'ai pris le programme d'accompagnement de Jenny Chamas, qui est un super podcast, qui s'appelle Les Leaders Ambitieuses. Et elle a une phrase qu'elle nous a souvent dit, c'est «Et si c'était simple, qu'est-ce que tu feras?» Et j'ai eu une phase de «Et si c'était simple?» J'ai eu une phase de «Tout est possible». Et j'aime beaucoup sa phrase de «Et si sur un malentendu, ça pouvait marcher?» Super, merci de ce partage. Je pense que ça va en inspirer beaucoup. Et si tu avais un conseil que tu aimerais te donner à la toi d'avant ton aventure entrepreneuriale, quand tu étais salariée, quand tu étais madame, je veux trop tout bien faire, qu'est-ce que tu aimerais te dire? Je lui dirais merci. Merci de vivre ce que tu as vécu, parce que moi, ça me permet aujourd'hui de vivre ce que je vis, en fait. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais ouais, je sais, Fabien, que tu en as bavé. Je sais que tu pensais avoir le dos au mur. Et je me rappelle, je suis désolée, je suis émue. Je me rappelle beaucoup tes larmes. Et merci parce qu'aujourd'hui, je vis ma best life, mais grâce à toi, en fait. Est-ce que tu as besoin d'un moment? Non, c'est très bien. Alors, pour ceux qui écoutent le replay, effectivement, la question précédente de Nathalie m'a beaucoup émue. Je suis en train de pleurer, mais ce sont des larmes de libération, en fait. C'est juste de dire, oui, effectivement, c'était douloureux. Je me rappelle cette douleur, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre les réels et l'imaginaire. Et donc, ça fait couler des larmes et c'est complètement OK. Pleurez, les filles. Pleurer, ça fait du bien. Bon, en tout cas, on va continuer. Si tu veux pleurer et rigoler en même temps, là, c'est possible parce que c'est le fun des idées. Donc, le concept, c'est de tordre le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, je te dis des débuts de phrases et le but, c'est que tu les finisses de manière spontanée. Ouais, Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que c'était possible. ma plus grande peur, c'était... De ne pas avoir de clients. J'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. J'ai écrit des newsletters. Je me suis peut-être un petit peu précipitée en faisant... Trouver mon logo qui sert
Et même si je suis une femme, maman super occupée, aujourd'hui, je prends du temps pour moi quand... Quand tout le monde dort, vive les réveils à 6 heures du matin, voire plus tôt. J'adore. Et justement, pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te rend happy dans ton quotidien? Voir ma fille grandir. Est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme que tu voudrais nous partager? Le jeûne intermittent. Lâchez-vous la grappe. Donnez un peu de repos. Votre corps a droit à des RTT et des vacances, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Qu'est-ce qui est le plus funky dans ton quotidien aujourd'hui? Mon agenda. Je fais ce que je veux quand je veux. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes dans ta vie aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? Choisir mes clients. Super. Merci de ce partage, merci de ce moment avec toi, rempli d'émotions, rempli de belles choses. Est-ce que tu as une actualité que tu souhaiterais partager? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? L'actualité, j'en ai deux. La première, c'est pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, où j'ai envie d'offrir ce cadeau aux femmes qui se sentent un peu déboussolées, un peu désorganisées et qui aimeraient juste gagner en clarté. C'est de proposer des sessions de clarté, tout simplement. Donc, vous soyez entrepreneuse, que vous soyez maman, que vous soyez cadre, salarié, venez me voir. On va regarder quel est l'objectif que vous voulez atteindre, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour y arriver. La deuxième actualité, c'est la semaine de la QVT qui tombe du 20 au 24 juin cette année et où j'ai envie de proposer des ateliers d'inspiration pour les managers, pour les entreprises et aussi pour les entrepreneurs en fait qui travaillent avec des prestataires, se dire qu'est-ce que je peux mettre dans le bucket de qualité de vie au travail pour moi, pour mon entourage, pour mes équipes, etc. Pour me retrouver, LinkedIn, Fawzia Mohamed, Instagram, fawzia.m. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais partager, une citation, quelque chose pour finir en beauté? Alors, une citation. Je vais vous parler du Karma Sutra de Steve Abdelkarim. Il a écrit un livre en 2019 et il y a 49 règles. Donc là, une citation, je vais en prendre une au hasard pour ne pas paraphraser ce que j'ai déjà dit. Un obstacle n'est qu'une simple montagne qu'il faut franchir, rien de plus. Quel beau mot de la fin. Mais au fait, on a oublié une information ultra importante. Absolument. On vous fait un petit post-scriptum, Nathalie et moi. On est les fondatrices de la Smala Créative. En fait, on a monté un projet ensemble. Et la mission de la Smala Créative, c'est d'aider les porteuses de projets à vivre de leur projet. Et donc, on a sorti notre premier programme ensemble en septembre 2021, le programme qui s'appelle Le Cocon. Donc là, on en est à notre deuxième promotion, on va bientôt lancer la troisième. Mais avant, on a une actualité et du coup, c'est l'occasion de vous en parler à vous, les auditrices du podcast de Nathalie. C'est notre masterclass du printemps, notre masterclass Cendrillon. Donc, vous en entendrez parler très, très vite. C'est prévu pour mi-mars. Il me semble que c'est le 17, mais je peux me tromper. C'est ça, c'est le 17 mars. Merci beaucoup, Fatia. Avec plaisir, ma belle. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.